réforme à l'enseignement supérieur et universitaire. Le système LMD est imposé cette fois-ci. Beaucoup de réunions avant la rentrée académique, une rentrée sans professeurs qui sont entrés en grève sèche. Des mises en place de nouveaux comités de gestion, c'est comme ça qu'on dit, recteurs, directeurs généraux, secrétaires généraux académiques, secrétaires généraux administratifs, administrateurs de budget, secrétaires généraux en charge de l'enseignement. Oui, ces mises en place sont reportées parce que le Premier ministre est en tendance pour justement demander des sursoirs les cérémonies de remise en reprise entre les comités de gestion entrants et sortants. Oui, il y a aussi cet aspect, la grève. Les professeurs demandent que le gouvernement respecte ses engagements. Alors, nous allons focaliser ce débat sur le point saillant. C'est donc les mises en place qui sont reportées. Nzangi et Samalou Kondé, à couteau tiré, nous n'avons rien affirmé, c'est plutôt une question. Autour de la table, 4 invités. Carlos Moupili, société civile, mais il est également, voilà un futur enseignant, chef des travaux. Voilà. Dans quelle institution? Je suis à l'IFASIC. D'accord. Et puis, nous avons notre, je crois que c'est le tout premier, voilà, le tout premier pour cette année dans cette sphère. Bienvenue Kaleba. Vous avez changé de famille politique? Je suis analyste politique. Analyste politique. Vous avez déjà quitté le FCC? Je suis analyste politique, M. Fabien. Ah voilà. Ce n'est pas une émission politique. Voilà. On est dans la science. Je vous provoque. Merci beaucoup. Claudel Chikamba, analyste politique, un color jusque-là. Analyste politique, oui. Autour de cette table, pas de politique politicienne. Bruno Keïmois, professeur. Écrivain, je ne vous mets pas aujourd'hui sous votre casquette de relationniste. Merci, Fabien. Ou expert en relations internationales. On ouvre le débat. Claudel Chikamba, est-ce que entre Samalou Kondé et Moïse Nzangi, il y a une tension? Est-ce qu'il y a une sorte de cendre qui est en train qui couvait le feu, par exemple? Bon, en tant qu'analyste, merci beaucoup. Je vous présente les vœux les meilleurs, Merci. les vœux aussi à ceux qui sont en train de nous suivre. C'est la première émission de l'année. Merci de m'avoir fait honneur encore une fois de plus. J'étais à la dernière émission de 2021. Voilà, on a fini l'année avec vous. Je suis à la première émission de 2022. Ça présage donc que je serai parmi les premiers cette année. Merci beaucoup. Et donc, est-ce qu'il y a tension entre les premiers ministres et son ministre et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire? Visiblement, on pourrait voir que le Premier ministre est dans son rôle, celui de rappeler au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser et qu'il y a certains principes qui gouvernent le fonctionnement du gouvernement qu'il faudrait, bien entendu, respecter. Il y a le principe de la solidarité entre membres du gouvernement et le principe de la collégialité qu'il faudrait aussi respecter. Mais aussi le principe de la hiérarchie. Lorsque vous regardez la précipitation avec laquelle le ministre Moïse Nzangi agit dans son secteur, ça dénote non seulement de l'irrégularité, mais aussi un peu d'une sorte de désinvolture, permettez-moi le terme, à ne pas se référer à sa hiérarchie. Vous savez que le ministre Moïse Nzangi, depuis le mois de juin, soit seulement un mois et demi après son entrée en fonction, s'est illustré par des mises en place en violation totale de règles de l'art, en violation totale de la loi numéro 18/038 du 29 décembre 2018 qui porte sur le statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre s'est permis, depuis le mois de juin, de nommer des recteurs, des directeurs généraux et les arrêtés circulent. J'ai devant moi ici un arrêté ministériel portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de l'université d'Ikela
Vous allez voir lorsque vous regardez cet arrêté ministériel, il y a même la nomination d'un recteur. Alors que sous l'Empire, que ce soit de la loi de 1981 qui porte sur le statut du personnel de l'ESU, que ce soit la loi de 2018 dont je venais de parler, les deux lois ne permettent pas au ministre de l'enseignement supérieur universitaire de nommer un recteur ou que ce soit un directeur général. L'ancienne loi de 1981 prévoyait que le recteur et le directeur général d'un institut supérieur soient nommés par le président de la République, chef de l'État, et la loi dont je venais de parler du 29 décembre 2018 prévoit que les recteurs soient élus par ses pairs, professeurs ordinaires, professeurs, bien professeurs associés. Et donc, c'est le ministre qui va prendre les résultats de l'élection, il va les présenter à l'autorité compétente pour entérinement. Mais curieusement, nous constatons que le ministre... Ça date des camps. Ça date des camps, ce que vous racontez. Je ne raconte pas, mais je suis en train de vous parler... Des comités de gestion. Je vous parle de ce que dit la loi. La loi de 1981 prévoyait que les recteurs pour l'université et les directeurs généraux pour l'institut supérieur... Quand est-ce qu'on a déjà procédé à l'élection? Soit que les recteurs soient nommés par le chef de l'État. Mais la loi de 2018 prévoit qu'il y ait élection. Il n'y a pas eu élection dans les universités. Le ministre a nommé. Et lorsque vous regardez les actes que le ministre... Ce n'est pas la première fois qu'un ministre nomme. Lorsque vous regardez les actes que le ministre Moïse Nzangi a pris, je prends un acte. Il dit, vu la loi numéro 18/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique. Il ne fait même pas référence à l'article qui lui donne à lui la compétence de nommer le recteur, de nommer le directeur général. Justement parce que dans cette loi, il n'y a pas une compétence dévolue au ministre de le faire. Le ministre a nommé et subitement le premier ministre qui a été mis devant un fait accompli constate qu'il y a un remue-ménage. Et le remue-ménage avait commencé, comme je viens de vous le dire, depuis le mois de juin 2021. Et le premier ministre n'a pas été consulté. On demande à ce que le ministre puisse surseoir, mais curieusement, on se retrouve le jour de la remise des prix et le jour de l'ouverture de l'année académique, le 5 janvier. Les comités qui n'étaient pas encore entrés en fonction se présentent à la cérémonie officielle. Et donc, aujourd'hui... Tous les comités invités à toutes ces cérémonies, les sortants et les entrants. Donc, Mouindo est resté légaliste, tout de même. Il n'est pas resté légaliste, il est resté dans le désordre qui a été créé par sa mise en place illégale et tout à fait irrégulière. Est-ce que ça suscitait des remous dans la société? Est-ce que dans tous ces établissements, les gens ont protesté, les gens ont manifesté, les étudiants, les professeurs, corps scientifiques, contre les nominations Monsieur Fabien, Monsieur Fabien, oui. Une violation de la loi ne peut pas être constaté seulement lorsqu'il y a eu un tollé, bien un soulèvement dans une quelconque institution. Un arrêté ministériel a été pris en violation flagrante des prescrits de la loi et le Premier ministre, chef du gouvernement, s'il suit cette émission, doit non seulement surseoir comme il l'a fait, il doit maintenant demander au ministre de rapporter ces arrêtés et tout simplement, d'ailleurs ce ne sont même pas seulement les arrêtés de décembre, les arrêtés que le ministre Moïse Nzangi a pris en violation de la loi depuis le mois de juin 2021. Très bien, on revient à vous. Carlos Moupili, est-ce que les arrêtés de Moïse Nzangi ont créé une tension sociale? Est-ce qu'ils ont perturbé le climat social dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire? Est-ce que les nominations faites énerve la loi en la matière? Il y a deux questions. Une question qui a des traits avec la loi, donc la légalité, et l'autre sur les aspects sociologiques. Alors, commençons d'abord par ce qui aborde l'approche sociologique. Il y a eu des tensions ou quoi. Je dirais, bon, c'est notre travail de faire le monitoring. Jusque-là, on n'avait pas vraiment enregistré des tensions sociales au niveau de Kinshasa. Mais aussi, il faut le dire, là où ça a créé des tensions, c'est lorsqu'il y a eu des premières nominations, avant ça, au niveau des provinces, où le ministre a été interpellé même par une question orale, je crois avec débat,
au niveau de l'Assemblée nationale, sous le silence du Premier ministre. Là, il y avait une tension, mais le Premier ministre est resté calme. Alors, pourquoi le Premier ministre avait-il laissé faire lorsqu'on a nommé dans d'autres établissements, dans les premiers établissements, lorsqu'il y a eu les premières nominations? Bon, c'est des questions que les politologues vont approfondir là-dedans, mais tout le monde connaît que ce sont des questions qui tournent autour des intérêts politiciens, pas politiques. Parce qu'il faut faire la part des choses, ce qui est politicien, ce qui est politique. Parce que selon la version du camp du ministre de l'Essuie, c'est-à-dire qu'au niveau des États généraux à Lubumbashi, il a été convenu qu'on doit commencer par la fermeture de certaines facultés ou des universités qui ne répondent pas à la viabilité. Oui. Et ça a commencé. Les États généraux qui entrent dans la droite ligne des réformes. Évidemment. Oui. Mais il y a une chose à relever, que lorsqu'il y a eu les États généraux qui décident sur l'avenir d'un peuple, on n'a pas vu la présence du Premier ministre. Ça a été ouvert et clôturé par le ministre. Cela veut dire que c'est une question, la question vraiment de l'enseignement n'est pas vraiment au premier plan par le Premier ministre. Parce que si c'était la mort ou le funérail d'un artiste, on voit que c'est la primature qui commande les choses. Mais là, on n'a pas vu le Premier ministre. Alors, ça a été décidé. Est-ce qu'on a fait le rapport au Premier ministre? On ne sait pas. Et on a commencé à nommer dans des provinces. J'ai dit, il y a eu des tollés parce que le ministre a été interpellé au Parlement. Et là, le Premier ministre n'a pas rien dit. Deuxième niveau, c'est quand on arrive maintenant à Kinshasa, qu'on a compris que le ministre, il procède, non, le Premier ministre, on a vu les communiqués signés par son directeur du cabinet, demandant qu'on puisse d'abord s'y soit la remise et reprise. Et là encore, il y a un problème, parce que vous me posez maintenant les problèmes des droits, les problèmes de l'égalité. Bon, il est vrai, donc d'abord pour y arriver, il est vrai que la loi en question, la loi cadre sur l'enseignement national de 2008, je crois, bon, ne donne plus la compétence au ministre de l'Essuie, des tutelles, de nommer. Même l'ordonnance loi de 1981. C'est que le membre du comité doit être nommé par ordonnance, ce qui est vrai. Mais il y a une mauvaise habitude. C'est que si on entre dans ça, même le diplôme de Claudel puisse poser même des problèmes, parce que ça a été signé par des autorités qui n'avaient pas vraiment la qualité selon la légalité. Mais ça, tout le monde a fermé les yeux pour quelle raison? On dit qu'ils doivent être élus par leurs pairs. Qui sont leurs pairs? Il fallait qu'il y ait soit un décret ou un arrêté d'application pour expliquer qui ont la qualité d'être électeurs. Ailleurs, même les étudiants votent les membres des gestions. Ici, on pouvait se limiter même aux assistants. Ça, c'est une philosophie. Mais s'il faut entrer maintenant dans le cadre des droits, parce que vous parlez des droits, il y a ce qu'on appelle en droit administratif les actes administratifs unilatéraux. Cela veut dire quoi? Acte administratif unilatéral. Unilatéral. Je parle des actes administratifs unilatéraux. Les AAU. C'est que lorsqu'il y a des décisions prises par l'autorité publique, on suppose que ces décisions, c'est pour l'intérêt général. Et c'est pour sauver la société. Et là, on parle de ce qu'on appelle le privilège de préalable. C'est tout un chapitre en droit administratif. Cela veut dire quoi? Lorsque les actes sont pris, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'exécution d'office. Et encore, non seulement ils ont été pris, les concernés ont été notifiés. Donc, invités même à la cérémonie de l'ouverture de l'année académique. Ça, ce sont des rites, tout ça. C'est sur le plan du droit administratif. Lorsqu'on notifie quelqu'un, c'est qu'on l'appelle déjà tel qu'il est. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire?
parce que les actes administratifs bénéficient de ce qu'on appelle le privilège du préalable, il faut alors recourir au juge administratif de référé suspension. Et c'est là où le Conseil d'État, à travers le juge des référés suspension, pouvait suspendre l'application, même après la notification, de ces actes pris par Je reviens le à vous ministre. pour la suite. Mais les choses sont traitées comme telles. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que, vous allez déjà à la que cette conclusion, ambiance à une puisse proposition. aller vite. Mais ce qui est important, qu'on sache que l'université, c'est une relation entre enseignant et l'apprenant. Et qui est enseignant? Voilà. Quelles sont ses conditions sociales? Quelles sont ses conditions du travail? Merci Carlos, on va revenir à vous pour la deuxième prise de parole. Bienvenue Kaleba. Est-ce que vous partagez cette approche de Moupili? Je ne partage pas totalement cette approche parce que nous devons savoir que notre pays est géré par des règles. Et les règles, bien entendu, ce sont des lois. Même le fonctionnement du gouvernement, il est régi par des règles. Et pour que le ministre, n'importe quel ministre, prenne un acte, surtout celui-là dont nous parlons ici, la nomination des comités de gestion des établissements universitaires. Monsieur Fabien, je pense que cette question ne peut pas être exécutée par le ministre sans qu'elle ne passe au Conseil des ministres. La question est de savoir, est-ce que d'abord, ça a été présenté au Conseil des ministres? Ça, c'est la première question. Nous devions savoir que le ministre de l'UCI actuel, nous avons constaté qu'il fait des choses beaucoup plus dans la précipitation. En tout cas, on ignore la motivation. Mais tout ce qu'il prend comme décision, c'est fait dans la précipitation. Il y a eu les États généraux à Lubumbashi, avec beaucoup de résolutions. Mais toutes ces résolutions n'ont jamais été mises en application. Il y a des résolutions qui sont très pertinentes, qu'on met à côté, et on s'occupe d'autres choses qui fâchent. Je vais vous rappeler C'est pas la première fois que le Premier ministre essaie de surseoir les mesures prises par le ministre de l'ESU, même si c'est la conséquence directe des résolutions des États généraux de Lubumbashi, les États généraux de l'ESU. Le nombre d'universités qui doivent organiser, n'est-ce pas, la faculté de médecine. Oui. Et également les universités viables autorisées à fonctionner. Mais on constate aussi qu'à un moment donné, le Premier ministre n'a pas parlé le même langage avec le ministre de l'ESU, qui semble-t-il n'a fait que appliquer les résolutions de Lubumbashi. Vous savez pourquoi je parlais de la précipitation, dont l'on ignore la motivation. Si vous parcourez toutes ces listes de ces universités-là, viables et non viables, vous allez retrouver un établissement universitaire cité comme viable, vous la retrouvez encore sur la liste des non viables. Si vous allez voir les universités du Maniema qui sont citées étant au Sud Kivu ou au Nord Kivu. Alors, cette manière de faire les choses, moi je peux citer, il y a l'ISTEM, non, l'ISDER de Chabunda, c'est dans mon territoire natal. Mais on l'a retrouvé au Maniema, à Kalima, où ça n'existe pas. Vous retrouvez, il y a une université, par exemple, dont c'est un institut supérieur technique-médical, l'ISTEM, du Nord Kivu, qui est cité comme non viable. Et lorsque vous parcourez les listes des instituts supérieurs viables, vous retrouvez les mêmes instituts. Enfin, bref, on ne sait pas comment les ministres de l'ESI travaillent avant de signer toutes ces arrêtés. C'est pourquoi, à ce niveau-ci, à ce qui concerne bien entendu... Mais le ministre est un homme politique, il est entouré de conseillers spécialistes en matière de l'enseignement supérieur et universitaire.
Je me souviens de Kalenga Imboa, à l'époque, directeur de cabinet de Machako Mamba. Thomas Louaka et Mbikaï, il semble que ce que nous vivons, ce sont les conséquences des bourdes qu'ils ont laissées, en fait, du désordre planté dans le secteur. Est-ce que c'est votre lecture? Il n'y a pas une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Le ministre, il peut être entouré de professeurs, des éminents professeurs, des hommes très intelligents, mais lui, en tant que ministre de l'ESI, avant de poser sa signature sur n'importe quel document, mais pourquoi ces irrégularités, on ne les a pas observées auprès de ce prédécesseur? Alors, c'est pourquoi le Premier ministre a raison, totalement raison. Il a raison. Oui, il a raison. Comment on appelle ça? Techniquement, il a... Non, il ne peut pas. Il a postposé la remise en reprise. Nous avons une jurisprudence avec là, dans le gouvernement Ilon Kambaoui, une ministre de la fonction publique. C'est permis de mettre en place les secrétaires généraux de l'administration publique. Mais quelle a été la réaction? Parce que c'est une décision qui n'avait pas respecté les normes administratives. Et ça a été suspendu. C'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas tort. Et il a même le droit d'aller au-delà de ce qu'il a pris comme décision. Parce que la manière d'agir du ministre de l'ESI, ça ne cadre pas avec les règles du fonctionnement même du gouvernement national. Est-ce que ce n'est pas un problème de contrôle des intérêts au niveau de ces grands établissements d'enseignement supérieur universitaire? Mais lorsqu'on il y a du pognon à gérer et il y a également les enjeux de 2023. C'est la motivation dont on ignore. Lorsqu'on dit on ignore cette motivation qui le pousse à agir ainsi. Nous ignorons cette motivation, mais c'est souvent une motivation qui est politique. Parce que nous savons que, politicienne, merci beaucoup, parce que nous savons, surtout en province, lorsqu'il y a un de jeux d'un établissement universitaire, université, ce n'est pas quoi que ce soit, mais on a la même mise sur un certain grand nombre d'étudiants, écoutez, qui sont gérés par le 2G, le 2GA, ainsi de suite. Et voilà. Bruno Caïmois, dites-nous concrètement, est-ce que la décision du Premier ministre n'est pas en train de bousculer le ministre de l'ESU aux yeux de l'opinion et même des chefs d'établissement de tout le secteur de l'enseignement supérieur universitaire? C'est pas quand même un ministre diminué par le Premier ministre? La fois passée, non, ces universités, la décision a été cassée, semble-t-il, d'interdire à certaines universités d'organiser la faculté médecine. Et puis, après, c'est sur soi la remise en reprise. Donc, stopper net les mises en place. Est-ce qu'on ne sort pas un ministre quand même diminué aux yeux de l'opinion? Oui, Fabien, merci pour m'avoir associé à ce débat. Laissez-moi quand même circonscrire les faits avant de répondre à la question. Avant d'entrer dans le siècle où nous nous trouvons, l'UNESCO avait demandé à un grand savant français, Edgar Morin, de publier un livre sur l'avenir de l'éducation au niveau planétaire. Et Edgar Morin avait écrit un livre intitulé « Les 7 connaissances nécessaires sur l'éducation du futur ». En 2000, les États-Unis, l'Europe avaient amorcé des réformes au niveau des universités. Et depuis que ces réformes ont été amorcées, tous les pays du monde ont dit enrimer leur système universitaire à ces systèmes qui étaient mis en place sur base de cette demande de l'organisation qui gère l'éducation que l'UNESCO. Je demande à tous ceux qui nous suivent de lire ce petit bouquin écrit par Edgar Morin, les 7 connaissances nécessaires, pour l'éducation du futur. Et donc l'Europe s'était lancée dans la réforme profonde de ces universités, les États-Unis d'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Et l'Afrique était en train d'hésiter pour y aller. C'est là où est venu le système LMD, le système qu'on appelle LMD. Les Européens avaient lancé... Licence, master et doctorat. Bien évidemment. Les Européens avaient lancé ce qu'on appelle le processus de Bologna. Et alors, chez nous,
pour ne pas trop rentrer dans l'histoire, je vais juste rentrer au niveau du ministre Thomas Louaka Losenzola. C'est lui qui avait planifié, qui avait programmé les états généraux de l'éducation. Ce n'est pas le ministre actuel. Et donc, nous qui sommes dans l'enseignement supérieur universitaire, on sait que les états généraux de l'éducation, c'est pratiquement un forum qui était planifié. Thomas Louaka était sur le point de les organiser. Comme il y a le principe de continuité du pouvoir, Mouindo Nzagi a trouvé ces dossiers sur sa table et il a eu le courage, on veut le dire, nous l'apprécions. D'abord, je dois souligner un fait. Quand on était en train de préparer la sortie du gouvernement Sama Lokonde, tous les professeurs s'attendaient à ce qu'au niveau du ministère, il y ait un professeur d'université. On était un peu déçus de voir un politicien venir prendre notre ministère. Mais bon, ce qui nous a encouragés, c'est que ce jeune homme, le ministre qui est venu, la première des choses, il a sauté sur les dossiers réformes. États généraux de l'éducation, il a organisé ces états généraux. Je vous dis, vous pouvez enquêter. Tous les professeurs ont été contents du travail que le ministre a fait, de réunir tous les universitaires à Lubumbashi, de lancer ces réformes qui sont abouties à 329 résolutions et recommandations. C'est pas quand même trop là, 329. Trop ou pas trop, mais c'était quand même intéressant d'arriver à ce niveau-là, d'organiser ces forums. Et je me rappelle dans son discours, il avait dit une petite phrase, tout ce qui dépendait de lui, il allait rapidement commencer à prendre des réformes. Quand on lance des réformes, sachez qu'on doit faire bouger les lignes. Il y a cette nécessité de construire des infrastructures, de mobiliser des recettes, d'échanger des hommes. C'est vrai que dans les systèmes juridiques, je ne suis pas juriste congolais, il y a une loi ancienne qui demandait à ce que les recteurs et les DG soient nommés par le président de la République. Il y a une nouvelle loi qui veut que les recteurs et les DG soient élus par leur père. Et cette question a été, normalement, cette loi devrait être appliquée à partir du temps des ministres Mbikaï. Quand Mbikaï avait nommé les DG et les recteurs, il y avait des remous au sein de l'enseignement supérieur universitaire. Mais une question s'est posée, parce qu'on doit tenir compte des faits. Je rentre au temps de Mbikaï. Les gouvernements, le pouvoir public s'était tourné vers les professeurs pour leur dire il y a des institutions, ça ce sont des faits de réalité qu'il y a. Dans nos provinces, où il n'y a que le chef des travaux, il n'y a aucun professeur. En RDC, nous avons à peu près 3500 professeurs qui sont concentrés principalement à Kinshasa et à Lubumbashi. Prenez les statistiques des professeurs, vous voyez comment ils sont aussi, il ne faut pas oublier. Et la partie est. Oui. Vous avez une institution universitaire qui n'a que le chef des travaux et les assistants. On dit que le DG doit être élu par ses pairs. Qui sont ses pairs? Et donc, c'est à partir de ces questions-là, des réalités de notre société qu'au temps d'Mbikaï, on avait dit le pouvoir politique s'était tapé l'élite de continuer à nommer au lieu de procéder par l'élection. En violation de la loi. Alors, bien évidemment. J'en viens à ma question. Oui. Vous l'avez suivi? Oui, Est-ce que ce n'est pas Mouindo Nzagi qui a bien démarré, qui a démarré les choses avec pompe, qui est quand même diminué aux yeux de l'opinion et même des établissements d'enseignement supérieur universitaire? Un ministre en carton qui prend les décisions et le Premier ministre va sur ça. Je suis content de ce que mon co-débatteur a dit. Il a souligné quelque chose de très important. Fabien, avant qu'on puisse procéder aux nominations, nous qui sommes dans l'enseignement supérieur universitaire, on suit de très près si les dossiers ont déjà été débattus au Conseil des ministres. Je vous dis, selon les informations qui circulaient, je suis dans plusieurs réseaux de professeurs d'université. On était informé de temps en temps sur les moments que certains dossiers sont traités dans le Conseil des ministres. Nous avons quand même aussi des collègues professeurs qui sont ministres. On dit, on ne va pas vous dire ce qu'a été la suite, mais des dossiers de nomination ont été traités dans le Conseil des ministres. Le ministre a nommé à l'université de Kinshasa. Vous imaginez une très grande université comme l'université de Kinshasa, qu'il se tape l'élite de nommer le comité de gestion sans que la présidence soit informée, sans que le Premier ministre ne soit pas informé. Voilà. On ne peut pas nommer un recteur à l'université de Kinshasa si le président de la République n'a pas donné son aval. Ça, ce sont des réalités politiques connues.
C'est le président de la République d'ailleurs qui recommande au ministre de l'État pour dire ça, c'est là-bas, je vous recommande tel comité de gestion. Ce sont des réalités. On ne peut pas nommer à l'IPEN si le président de la République n'a pas donné son aval. Ce sont des réalités politiques donc, connues dans notre pays. Donc le Premier ministre est informé, le président de la République est Selon informé. les informations qui ont circulé, les dossiers ont été traités dans le Conseil des ministres. Ces dossiers des comités de gestion étaient traités dans le Conseil des ministres. Et alors la question c'est de dire pourquoi le Premier ministre a dit faire ce qu'il a fait, même à notre niveau en tant que professeur. On se pose la question. Parce qu'il n'y avait pas... C'est le chef du gouvernement quand même. Hein? Oui. C'est le chef du gouvernement. Mais si vous voyez toutes les institutions, Fabien, il n'y a aucune institution où il y a une nomination, où il y avait des protestations. Claudel. Oui, mais merci beaucoup. La loi est violée. On est dans la politique... on est dans un domaine où la politique prime surtout, même sur des textes de loi. Mais la loi a été tout simplement violée. Je commence par les professeurs. Lorsque vous regardez, lorsque un dossier est traité au Conseil des ministres, lorsque le ministre prend dans la motivation de l'acte, il dit, n'est-ce pas, vu la décision telle qui a été, n'est-ce pas, qui est issue de telle réunion du Conseil des ministres, j'ai devant moi un arrêté ministériel portant désignation des membres du comité de gestion de l'université d'Ikela, province de la Chuapa, République démocratique du Congo, du 25 juin 2021. Le ministre ne fait référence à aucune réunion du Conseil des ministres. Il cite la loi dont je parlais du 29 décembre 2018, qui ne lui donne aucune compétence pour nommer les recteurs. Mais il nomme un recteur, il nomme les recteurs... Une université privée. De l'université, non, c'est une université publique, une institution publique. Il nomme les recteurs. Et c'est la même chose si vous regardez l'arrêté ministériel portant nomination du comité de gestion de l'université de Bagdolite et autres. Mais maintenant, où se pose le problème quand même? Le problème se pose au niveau où on parle de bouger les lignes. C'est vrai, vous avez tenu les états généraux. Il faut bouger les lignes, mais on bouge les lignes dans la régularité et dans la légalité. Le ministre Moïse Ndozangue, juste après les états généraux de Lubumbashi, le 17 septembre 2021, il prend une note circulaire portant suspension des facultés de médecine dans les universités jugées non viables. Est-ce que la question qu'on s'était posée à l'époque, est-ce qu'une note circulaire peut abroger les effets d'un arrêté ministériel d'agrément? Parce que toutes ces universités-là étaient agréées sur base d'un arrêté ministériel qui leur autorisait à organiser les enseignements dans les facultés de médecine. Une irrégularité. Je commence même à me poser la question de savoir s'il y a des juristes dans ce cabinet-là. Parce qu'une note circulaire ne peut pas abroger les effets d'un arrêté ministériel. Le ministre prend une note circulaire et ce n'est que plus tard que le ministre s'est rattrapé en prenant un arrêté ministériel pour donner maintenant les conditions d'admission de la faculté de médecine. C'est là où il parlera d'avoir 70% et si vous avez moins de 70%, il y a une sorte passer par une sorte un concours cacophonie quand même. Il y a de la précipitation dans le chef de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je vais au niveau des ceintures noires. Ceinture noire nous dit, bien sûr nous le savons tous, nous avons étudié tous à l'école, qu'un arrêté est un acte administratif unilatérel. C'est vrai, c'est un acte réglementaire jouissant du privilège du préalable, parce qu'on suppose que l'autorité qui a pris cet arrêté l'a pris dans le cadre de l'intérêt public, n'est-ce pas? Et automatiquement, après avoir été pris, l'arrêté entre automatiquement en vigueur. Mais c'est sous réserve de respect de la légalité. Parce que dans le même cas, je prends un cas de jurisprudence, le ministre Steve Mbikai avait suspendu le comité Bangala, ici à l'Institut supérieur des commerces, l'ISP Gombe. Il nommera le professeur Armand Kabange comme DG. Mais le premier ministre Bruno Tshibala à l'époque lui a demandé non seulement de surseoir la remise et reprise entre le comité Bangala et Armand Kabange, mais aussi de rapporter son arrêté. L'arrêté avait été rapporté et même Télé 50 avait fait une émission là-dessus. Et donc, nous notons ici que vous avez parlé, c'est vrai, de référé suspension, mais le référé suspension, effectivement, pour tous celui qui se sent, n'est-ce pas, préjudicié par un arrêté, et qu'encore qu'il faudrait démontrer que le privilège sera difficilement réparable, les privilèges, et plutôt le préjudice sera difficilement réparable, le préjudice qui est issu de l'acte réglementaire que vous allez attaquer devant les juges du Conseil d'État. Et donc, pour nous ici, nous pensons, nous maintenons notre position. C'est laquelle? C'est celle de dire
que quelles que soient les habitudes, quel que soit tout ce qui s'est passé, il faudrait clarifier qui sont les pères ou ceci, cela, la loi ne donne pas à M. Mouindo Zangui les prérogatives de nommer un recteur et un directeur général. Lui, il les présente à l'autorité compétente pour entérinement après élection. Et donc, aujourd'hui, le Premier ministre a raison. Et donc, comme nous le disons, nous répétons, le Premier ministre, aujourd'hui, devrait tout simplement demander au ministre Mouindo Zangui de rapporter ses décisions. Et donc, s'il ne rapporte pas ses décisions, des mesures disciplinaires devront être prises au niveau du gouvernement de la République. Dans un domaine aussi délicat, sensible, le domaine de Matisse Niveau, comment on dit, c'est quand même les summums scientifiques. Les sommets. Oui. Comment on doit réduire un ministre à ce niveau? On ne réduit pas le ministre, mais il s'agit ici de pouvoir appliquer les décisions sont rapportées. Alors, quelle sera l'image de ce ministre? Est-ce que vous savez que dans beaucoup d'arrêtés ministériels, si vous les lisez, vous allez voir que même dans les motivations, généralement on dit sur proposition, n'est-ce pas, par exemple du conseil d'administration de l'institution, sur décision, ou bien en application de la décision, n'est-ce pas, de la telle réunion du conseil des ministres, ou bien après consultation de son excellence, monsieur le Premier ministre. C'est-à-dire que le ministre du secteur doit démontrer quand même qu'il doit y avoir une sorte d'harmonie avec sa hiérarchie. Le ministre Thomas Louaka, dont on a salué ici la sagesse à l'époque, le ministre Thomas Louaka, toutes les décisions qui ont été prises, je vous donne seulement pour référence la note circulaire à travers laquelle le ministre avait organisé l'organisation des enseignements durant la période de la Covid-19. Vous allez voir que le ministre parle sur instruction de monsieur le président, de son excellence monsieur le président de la République, après avoir consulté, après avoir reçu les instructions de son excellence monsieur le Premier ministre. Et donc vous constatez que toute la hiérarchie est respectée. Et je vous rappelle ici que le gouvernement de la République fonctionne sur base de deux principes, la collégialité et la solidarité. Un ministre ne peut pas prendre des décisions en violation des règles administratives et juridiques, n'est-ce pas, en solitaire. Je dis ici qu'une circulaire ne peut pas abroger les effets d'un arrêté ministériel et je voudrais qu'on me rende compte sur cet aspect des choses. Je dis ici encore qu'un ministre ne peut pas nommer en violation de la loi parce que la nomination d'un recteur n'existe plus parce qu'il étant abrogé par la loi de décembre 2018. Voilà. Et voilà. Et pourtant, ses prédécesseurs avaient nommé eux aussi. Carlos Mopili. Qui par exemple? Non, je vais raconter. Il y a une chose, hein, pour les téléspectateurs qui nous suivent. Nous ne sommes pas du côté ni des premiers ministres, ni du ministre Mouindo Zangui. Nous sommes ici pour analyser les choses. Mon frère Claudel, vous abordez très bien les choses sur les plans juridiques. Mais seulement, vous le faites avec un pacha. J'aimerais que vous le fassiez. Non, je vais vous donner un exemple simple. Vous dites, une circulaire ne pouvait pas abroger un arrêté qui a donné les droits de fonctionnement d'une université. Ce qui est vrai sur le plan du droit, vous avez carrément raison. Mais l'arrêté suivi des notifications du ministre de tutelle Mouindo. Mais qu'est-ce qui est venu suspendre? C'est les communiqués du DIRCAB et du Premier ministre. Et ce qui m'étonne... Attends. Vous avez dit s'il y a des juristes dans le cabinet de Mouindo. Oui. Mais celui qui a signé les communiqués du Premier ministre, c'est parmi les meilleurs professeurs du droit public. À chaque fois que le professeur Ngondako et Gaspard parle, j'écris quelque chose de nouveau. Mais c'est lui qui a signé le communiqué. Quelle est la valeur juridique d'un communiqué? Pour suspendre ou pour faire rapporter? Je peux vous répondre? Non, laissez-le. Un arrêté. Prenez note. Du ministre. C'est la même chose. Il faut aller devant le juge administratif pour qu'on puisse évoquer maintenant ce qu'on appelle la théorie des actes apparents. Mais sur le plan des hiérarchies, des normes, au-dessus de l'arrêté, parce que c'est un règlement, c'est les décrets, après l'ordonnance. Jamais un communiqué d'un directeur de cabinet. C'est un acte conservatoire, papa. Un communiqué. Nous sommes un journalisme. Nous ne sommes plus un droit. Donc, ça c'est un problème. Là, vous ne voyez pas une chose. Mais autre chose, je vous ai dit ceci.
nous organisons les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. On dit à Lingala, Basondolo Liango, Mouindo Zangi. Monsieur Fabien, vous savez, lorsque le 11 septembre est arrivé aux États-Unis, le président de la République des États-Unis d'Amérique, George Bush Walter, il était où? Il était dans la salle des classes de l'école maternelle où on expérimentait la nouvelle méthodologie de la leçon de grammaire anglaise. Voilà le niveau de l'importance que les chefs d'État des grandes puissances, des États puissants, donnent à l'enseignement. La nouvelle méthode conçue pour enseigner la grammaire de la langue anglaise. Et Bush est là. On bombarde, son directeur cabinet entre pour lui souffler que nous sommes attaqués. Mais ici, on organise les états généraux sur l'enseignement supérieur universitaire. On laisse seul Mouindo gérer ces histoires. Le Premier ministre ailleurs. Le président de la République ailleurs. On rentre. Mouindo commence à appliquer les résolutions des états généraux. Il devait faire rapport au gouvernement. Il bombarde. D'abord, pour la Premier première ministre fois. et Conseil des ministres, où il doit se mettre ex abrupto appliquer des résolutions il y a décidées à Lubumbashi. Parce que nous parlons droit, oui. Il y a un principe de droit qui dit une règle irrégulière, lorsqu'elle entre en action et bénéficie de l'acceptation de la société, elle devient une règle sociétale. C'est le cas que nous vivons avec l'enseignement aujourd'hui, dans le domaine de l'issue. Cela veut dire quoi? Je cite pour cela. Oui. Mouine rentre, il prend des décisions, il nomme un recteur à l'UNIKIL. En violation de la loi? Le Premier ministre, il est là, il ne dit rien. Il nomme. Je sais que dans le contenu, il y a beaucoup d'irrégularités que moi-même j'ai décrites. Mais nous restons sur le plan des relations entre le ministre et son Premier ministre. Mais pour répondre, est-ce qu'on l'a affaibli? Même à un ministre qui voudrait faire cavalier seul, un peu très actif, je ne dis pas agité, très actif. Mais il y a quelque chose que Claudel oublie. Actif. Selon mes informations, on me dit qu'il y a un décret pris par le Premier ministre qui exige que tous les arrêtés doivent requérir l'aval du Conseil des ministres. Il y a un décret. Voilà. Bienvenue, mais la question c'est quoi? Pour citer par ça. Non. Vous avez dit, est-ce qu'on affaiblit les ministres Mouindo? J'ai dit non. Il y a ce qu'on appelle en droit administratif les recours hiérarchiques. Le Premier ministre est le coordonnateur. Si il lui dit que non, vous êtes allé trop vite, il y a des ceci, il y a des irrégularités, je ne vois pas une honte. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il ne faut pas qu'on dise ce n'est pas parce que vous avez choisi l'autre, vous avez nommé tel, et qu'on remplace. Bienvenue. Ou bien le Premier ministre nous fasse alors respirer la loi cadre sur l'enseignement. Bienvenue Kaleba. Que les comités, les membres soient alors élus. Laissez l'homme de Chabunda aussi parler. Voilà. Oui. Vous êtes éclairé par ce qu'il a dit? Vous savez que je vais commencer par rappeler aux politiques de notre pays que lorsqu'on constitue un gouvernement national ou provincial, il y a certains secteurs clés où il faut tenir compte des animateurs qui ont été formés dans cette matière. C'est très important. Parce qu'il y a tellement de matières qu'il faut bien comprendre pour bien faire fonctionner ce genre de ministère. Il y en a plusieurs, pas seulement les SU. Il y a même celui de la justice, la santé, ainsi de suite. Voilà. Alors, par rapport à ce que dit mon grand frère, je pense que lorsqu'on est ministre des tutelles, on a toutes les responsabilités. Alors, on n'est pas obligé d'être assisté par un Premier ministre parce qu'on a organisé les états généraux de son ministère. Non, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que les états généraux ont été organisés sous le financement du trésor public. C'est-à-dire, les différentes institutions sont informées, que ce soit la présidence, la primature et les autres ministères sectoriels. Alors, s'il s'agit d'organiser les états généraux,
et qu'il faut seulement que le Premier ministre soit là. Non, pas du tout. Mais seulement que ce que nous sommes en train de déplorer ici, c'est la manière du ministre d'agir. Et quand il frappe, il se déplace. C'est ça son système. Quand il frappe, il va soit à l'étranger. Et tout le monde reste en train de se disputer. C'est ça son approche. Voilà. Et quand il est à l'étranger, soit il est injoignable. Vous savez, le Premier ministre, avant normalement de prendre la décision... Il faut souligner aussi que Sam Alou Condé n'est pas un homme conflictuel. Mais non! C'est un homme de paix, c'est pas l'homme des crises. Il est... Bon, voilà, de par sa formation, son éducation, c'est pas un monsieur conflictuel. Et je voulais aussi compléter ce que le professeur a dit. Mais il a affaire quand même à un ministre très... par rapport à ce que le professeur a dit. Très dynamique. Avec ces gouvernements, avec les initiatives bonnes du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, nous sommes chaque fois informés du compte rendu du Conseil des ministres. Et dans le compte rendu du Conseil des ministres... Dans tous les gouvernements qui se sont succédés, le ministre des Communications et Médias a toujours Patrick Mouyaya toujours rendu compte... Non, avec Patrick, il y a quand même des détails. Alors, je voulais justement souligner que nous n'avons jamais suivi dans le compte rendu du Conseil des ministres que cette question a été débattue, les nominations ici. En tout cas, nous ne les avons jamais suivis jusqu'à présent. À moins qu'il y ait un compte, compte rendu. On doit le dire. On le dit toujours. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas donner les détails, mais on donne toujours de grandes lignes. Ce sont des erreurs graves qui se commettent dans la on ne fait même pas on ne donne pas les comptes rendus de conseil. Et quand vous regardez dans la motivation de ces nominations, de ces arrêtés, il ne fait même pas référence à ça. Est-ce que dans les grandes nations, on fait le compte rendu du Conseil des ministres? Comme lui, il fait non. Et toutes les grandes nations n'ont pas la même constitution. Et puis dans de grandes nations, le ministre des médias et communications, ça n'existe plus. C'est le ministre de la Culture qui est le parti. Monsieur Fabien, toutes les nations... Le ministère est occupé par le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce n'est pas pour rien que chaque nation a sa constitution. Alors, je voulais, tout justement pour terminer, signaler que nous allons constater, en tout cas, ça je le confirme, que le ministre de l'ESI agit presque à 92% de manière cavalière. Et ça, ce n'est pas bon pour un membre du gouvernement. Voilà. Bruno Kaïmoua, vous maintenant, cette deuxième prise de parole, dites-nous, est-ce qu'il y a moyen de sauver l'image de Moïndo Zangui? Sam Alou Condé ne lui en veut pas. Il veut plutôt qu'il y ait quand même le minimum de consensus, parce qu'il y a quand même des remous dans quelques établissements, apprend-on. Est-ce qu'il y a moyen de sauver son image en se référant au Premier ministre, comme le dit Chikamba Claudel, rapporter ses décisions? Est-ce qu'il y a conflit entre les ministres de l'ESI et le Premier ministre? C'est la question que je me pose. Je ne crois pas, mais je sais quand même qu'il y a des acteurs politiques qui n'ont pas été satisfaits de ce qui s'est fait, des nominations, parce que je suis quand même dans des réseaux sociaux de certaines, des groupes de professeurs. Je prends le cas qu'il a dit de l'ISTEM Chabounda, qui s'est retrouvé dans la province du Maniema. Il faut éclairer l'opinion pour dire que Chabounda, ce sont les Légas qui sont là, et Kalima, ce sont les Légas. Donc voilà comment les politiciens Légas compliquent la tâche au niveau de la base. Un politicien Léga a un arrêté ministériel d'un ISTEM à Chabounda, il donne à son frère Léga pour qu'il aille ouvrir la même institution à Kalima. Et ça, on veut mettre sur la tête d'un ministre qui est à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que ministre? Mais on frappe. Mais donc cette question, s'il vous plaît, cette question, il faut aller chercher, il faut aller poser la question aux politiciens Léga qui ont créé ces désordres. Donc, ils se donnent des papiers comme sur les institutions. Je vais créer une institution, prends cet arrêté, moi j'ai... Il y en a, ce n'est pas seulement dans les milieux légaux, il y a dans plusieurs autres Est-ce que ce n'est pas une extension? Mais c'est quelque chose qui est aussi interprété dans le sens de... C'est une extension, d'extension. Et donc, il y a des politiciens qui compliquent la vie au ministre. On a Emilien Mbikaï, quand il avait nommé... à l'IEC. Mais laissez-moi vous dire aussi que je crois que la situation de Moïndo
a aussi une explication au niveau de l'IEC. Il a changé le comité de gestion. Moi, je ne vous interromps pas. On vient de me faire voir qu'à l'ISTA, chez les Mouchetoumènes, oui. Donc toute la communauté, étudiants et professeurs, oui. réclament la mise en place, l'application de nouvelles mises en place. Celui qui est là, il a fait quand même trop longtemps. Hein. On veut qu'il cède la place au nouveau. Il n'y a pas de contestation dans les institutions où les gens étaient nommés. Il y a des gens qui ont été des aigris qui n'ont pas voulu à ce qu'on ait le changement à la tête de l'IEC. On doit se dire les choses telles qu'ils sont. De la même façon qu'on avait humilié Steve Mbikaï, on veut encore humilier Moïndo Zay. Je sais qu'il va se débrouiller. Donc c'est mais quand même, qui nous pose les problèmes. C'est l'IEC qui cause problème. S'il n'avait pas changé le comité de gestion de l'IEC, s'il avait, semble-t-il, obéi aux instructions qui lui étaient données en tant que chef numéro 1 du ministère, mais c'est le numéro 1, il est libre de proposer dit, une le personne problème est ailleurs, on amorce l'atterrissage. À chacun 2 minutes, j'ai vos cartes de vœux ici, de la maison, voilà, de l'espace 50. C'est au nom de chacun de vous, pour vous faire honneur, parce que Claudel a dit tout à l'heure, il est honoré par ce premier numéro de l'année. Claudel, vous persistez, vous signez. Le problème est ailleurs, violation flagrante des textes, et le Premier ministre ne veut pas cautionner ça. Mais oui, mais le Premier ministre... Mais écoutez, le Premier ministre est tout simplement un légaliste. Je prends Ceinture Noire qui nous dit que on laisse Mouindo seul aller à Lubumbashi organiser. Mais Monsieur Moupili, vous savez, ça vous dit savoir une chose. Au gouvernement de la République, on n'organise pas des choses en solo. Je prends le cas du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le dossier est monté au niveau du cabinet, mais il est introduit au niveau de la commission permanente interministérielle socioculturelle. Lorsqu'il est d'abord, il est envoyé au Premier ministre. Si le Premier ministre trouve que le dossier est utile, il demande au secrétaire général du gouvernement de l'aligner. Le dossier maintenant est aligné à l'étude au niveau de la commission interministérielle socioculturelle. Lorsque le dossier est traité et validé à ce niveau-là, maintenant le dossier doit remonter au niveau du Conseil des ministres. Si le Conseil des ministres maintenant approuve le dossier, maintenant à ce moment-là, on peut aller pour le décaissement au niveau du Trésor public. Donc, si les États généraux ont été organisés à Lubumbashi, on suppose qu'il y a eu l'implication de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui gère les conseils des ministres, et du Premier ministre. Donc vous n'allez pas venir sur un plateau sérieux comme celui-ci, dire qu'on abandonne à Mouindo Zangui seulement les dossiers. Les histoires de l'enseignement, mais le Premier ministre est plus que présent. Vous savez que le Premier ministre a été aux questions liées au TENAFEP. Il a été présent aux questions liées aux examens de fin d'année des écoles techniques. Le Premier ministre a été présent aux questions liées aux examens d'État. Le ministre Tony Mwaba était à Kenge et le Premier ministre était ici à Lubumbashi, ici à Kinshasa. Il était à Limete avec la vice-ministre Aminata Namasia. Donc, il faut vous renseigner sur la question. Mais maintenant, je prends la question liée au débat qui est en cours ici. Ici, nous ne sommes pas en train de traiter les questions que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes en train de traiter une question en rapport avec la légalité. Un arrêté ministériel est un acte administratif, un acte réglementaire, jouissant du privilège du préalable. Mais celui qui se sent lésé par un acte pris par une autorité fait un recours hiérarchique, un recours plutôt gracieux. Si l'autorité ne lui répond pas, il fait un recours hiérarchique, ou bien soit il va attaquer devant les juges administratifs. Mais la hiérarchie, le Premier ministre, vous n'allez pas lui demander d'aller attaquer l'arrêté de Mouindo Zangui devant les conseils d'État. Le Premier ministre, en tant que le chef direct de Mouindo Zangui, parce que la loi est claire, la Constitution dit, le ministre est responsable de son département qu'il gère sous la coordination du Premier ministre. Donc le ministre n'est pas un électron libre. S'il viole la loi en nommant des recteurs, alors que la loi ne lui en donne pas l'opportunité, il doit se faire reprocher par le Premier ministre. Et ici, en tant que légaliste, moi je pense que le ministre Mouindo Zangui doit se gêner et retirer toutes ces mises en place irrégulières et illégales, se référer à sa hiérarchie, recommencer la procédure pour que on sente que nous sommes dans un véritable état de droit. Vous dites qu'il n'y a pas eu de remous, mais on ne doit pas penser qu'il faut qu'il y ait d'abord de remous pour que nous puissions revenir. Donc gérer, c'est prévoir. Monsieur Tshikamba Claudel, il y a eu également une certaine cacophonie au ministère des Mines il y a quelques mois. Madame Nsamba, la ministre, c'était pour remplacer le comité actuel au Kami Cadastre Minier
Vous connaissez le scénario, le feuilleton qu'il y a eu. Le Premier ministre a mis fin à ça. On a senti que c'est un chef du gouvernement, il pèse. Hein? Ouais. Voilà. Et Il est quand même à la tête d'un gouvernement, d'un grand pays. Voilà. Monsieur, la ceinture, c'est ceinture noire ou maillot jaune? Bon, ceinture noire, mais souffle-t-on. C'est votre conclusion. Oui. Rapporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Les DG, les nouveaux DG nommés sont là. Kambayi Bouatia, le mentaliste, est à la tête de l'IFASIC dans les nouvelles nominations. Moi, je reste dans la simple caractéristique des règles des droits. Doit être général, impersonnel. Donc, s'il faut aller dans la logique de Claudel, c'est-à-dire la logique du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il faut rapporter toutes les nominations depuis que ça a commencé à la province, et même les comités existants, parce qu'ils sont assis sur les arrêtés qui sont illégaux, hein, sur les actes illégaux, parce que ce sont des arrêtés, alors qu'ils devraient être nommés par l'ordonnance, c'est que selon la procédure, on attend alors le Premier ministre de faire quoi? D'organiser, de définir qui sont les pairs, c'est-à-dire qui ont la qualité d'être électeurs dans les universités, dans les instituts supérieurs, qu'on organise les élections conformément à la loi, ce qui ne sera pas fait. Deuxième chose, ça, ce n'est pas là où on attend le gouvernement. Nous, on attend le gouvernement pour répondre à la définition de ce qu'on appelle école ou bien université. L'université, à l'époque de la Grèce antique, lorsque Platon enseignait Aristote, il n'y avait pas de premier graduat jusqu'à NELD, il n'y avait même pas de diplôme. C'était une relation entre le maître et l'apprenant. Donc, les conditions sociales, les conditions de travail du maître, c'est ce qui doit être pris en compte par le Premier ministre. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont en grève. Les gens sont en grève, pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte ces problèmes. Mais, imaginez-vous, moi, c'est depuis 2015 que je suis nommé chef de travaux. Ça fait 72 mois, 72 Vous avez déjà mois. publié combien de publications? Mes publications passent ici. Moi, je suis actif dans toutes les librairies, toutes les bibliothèques du monde par mes publications. Mais je suis impayé dans mon pays. Alors que l'État me doit plus de 44 millions de francs congolais. Au taux de Matata Pogno. Donc, mais tout ça, l'État ne prend pas la chose. Ce qui veut dire quoi? Qu'on termine ça, c'est éphémère. Ce que nous, on a besoin, c'est qu'on améliore les conditions et surtout qu'on veut entrer dans le système LMD, voilà. qui demande encore beaucoup de choses. Bienvenue Kaleba. Effectivement, on sent que chaque ministre qui vient à l'issue cherche à voir ses DG électeurs, il les place, et puis quand il part, il y a principe de redevabilité, vu accueilli, Tobo s'en a vu été. Hein? Vous voyez, accueilli, mais Tobo s'en a été. Et puis c'est lui qui vient aussi, il faut qu'il les mette dehors et qu'il place ses pions. Est-ce qu'on ne est pas en train, c'est pas une sorte de traquenard tendu au Premier ministre, au chef du gouvernement? Non, c'est comme si vous étiez dans mon mental, en fait. Oh. Vous savez que, d'abord, j'appuie ce qui vient de dire M. Carlos. Il faut tenir compte de la condition sociale de corps scientifique et tout. Mais par rapport au comité, il n'est pas dit que chaque ministre qui arrive, il doit automatiquement nommer de nouveaux comités. Mais non, ça c'est inacceptable. Ça favorise même beaucoup de népotisme et de favoritisme, voire même le kindougouisme et la corruption. Alors ce qu'il faut faire, il faudrait plutôt, dans des réformes, préciser le mandat d'un comité de gestion. 5 ans. Et les 5 ans doivent être respectés, même si le ministre arrive, s'il trouve un comité qui n'a pas encore atteint les 5 ans, il le laisse calmement. Voilà. Mais s'il y a de bavures, celui qui a commis de bavures peut être sanctionné selon la loi. Bienvenue Kaleba, soutient la démarche du Premier ministre Samalou Condé. On termine avec vous. Oui, Renan Kaïmoua. Oui, au niveau de professeurs, nous on est content du fait que le ministre est en train d'appliquer les résolutions et recommandations des États, des États généraux. Parce que moi-même j'ai été témoin, il a réuni à l'INBTP où je suis enseignant tous les IBTP de la RDC.
C'est pas lui qui décidait. Ce sont les professeurs ingénieurs qui ont dit tel IBTP doit fermer, tel IBTP doit fermer, tel IBTP doit fermer. Et donc, il a une oreille attentive. Et il est déterminé à aller, il sait écouter. Et donc, on n'a pas besoin de voir les ministres laissés entrer en conflit avec le Premier ministre. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce que l'on veut, c'est que les réformes soient appliquées, que les gouvernements soient solidaires et que les comités de gestion, je vais citer par là, dans la plupart des cas, si vous voyez les nominations que Mbike avait fait, les nominations que Thomas Louak avait fait, même les nominations que Mouindo est en train de faire, ils prennent toujours soin de voir si la personne a fini au moins un mandat. Ils ne violent pas ça. Vous êtes dans le comité de gestion, est-ce que vous avez fini au moins un mandat? On peut vous changer. Et donc, toutes ces réalités, normalement, semblent être appliquées. Nous ne sommes pas dans une logique de vouloir un conflit ouvert entre les ministres et son Premier ministre. On veut que les deux travaillent pour l'intérêt de la République. Merci. S'il vous plaît. Je termine 30 secondes. Pour dire quoi? Toutes choses que nous sommes en train de dire, nous devons être objectifs. C'est la même chose sur le plan des règles doit être générales. Vous ne pouvez pas fermer les facultés de médecine ailleurs au nom de viabilité et vous laisser à l'UNIKIN la faculté d'agronomie et de mine et géologie à l'UNIKIN. Un ingénieur en mine formé à l'UNIKIN, il travaille, c'est-à-dire les mines pour lui, les minerais ce sont les sables. L'agronomie avec 3 plates-bandes, avec des petites plantes de mauvaise santé, c'est ça être un agronome formé à l'UNIKIN. Mais ça, on ferme les yeux. Pourquoi? Parce que ce sont les professeurs de l'UNIKIN qui sont les membres du cabinet du ministre Mouindo Sane. Et surtout, donc il y a aussi des conflits dans ce genre de choses. Les collines autrefois inspirées sont séduites par la politique. Oui. Voilà. Mais là, l'agronomie et même les mines, ça devait aller au Katanga. Évidemment, à Bujimaï. Et puis Kisangani là-bas, Yangambi. À Chaboun également. Oui, voilà. Et à Kamituga. Au lieu de ici, voilà. Bon, nous terminons par ces vœux de l'espace 50 avec son chef Jean-Marc Samba. Meilleurs vœux à vous, Bruno Kayimoa. Merci. Vous avez été avec nous, Claudel Chikamba. Bienvenue Kaleba, dans beaucoup d'émissions ici. L'homme de Chabunda, je l'appelle comme ça. Merci beaucoup. À Chabunda, on vous suit. Voilà, je ne suis pas en train de faire la pré-campagne. Hein. Et puis, la ceinture noire, il a été avec nous au Four et Moulin. Alors, JMK dit quoi? Toute l'équipe, à vous tous, parce que chacun en son nom, toute l'équipe de la radio et Télé 50 vous souhaite une année riche en projets professionnels et familiaux. Nous souhaitons qu'à toutes vos résolutions répondent le succès et qu'une satisfaction couronne toutes vos activités, que cette nouvelle année soit porteuse de nouvelles visions ainsi que de multiples opportunités professionnelles. Tels sont nos vœux à votre endroit pour vous conduire à la concrétisation de nos rêves et à la réalisation de vos objectifs, je disais, vos rêves, ensemble vers de nouveaux horizons 2022. JMK. Merci. Nous remercions carrément les directeurs généraux de Télé 50. Bruno Kayimoa, c'est votre carte. Merci beaucoup. Bruno, merci, bienvenue Kaleba. DG. Merci. Voilà. Nous et puis, réitérons le même. Carlos Moupili, merci on a oublié ceinture noire. Mais il a commencé par la ceinture blanche. Claudel Chikamba. Merci beaucoup. J'aime bien l'appeler autorité. Il a commencé par la ceinture blanche. J'aime bien l'appeler autorité morale. Autorité morale. Alors, lui peut même ajouter ceinture noire. Voilà, à tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Et bonne année 2022. Nous souhaitons que cette année, nous puissions réaliser beaucoup de projets et que surtout le Congo prospère et gagne, que les institutions et leurs chefs réussissent, qu'il y ait une redevabilité. Nous ne sommes pas des simples critiques. Dans le respect des textes. Nous ne sommes pas des simples critiques, mais nous faisons des propositions. Le bien du Congo nous intéresse, pas critiquer pour critiquer. À très bientôt. Merci.